Bonsoir. Nous sommes heureuses de vous présenter le deuxième épisode de ce podcast des conférences métiers de la fonction publique de l'IPAG de Nanterre, présenté et animé par les étudiants de la licence d'administration publique de l'IPAG. Nous découvrirons tout au long de l'année des concours, carrières et métiers de la fonction publique et ferons intervenir des fonctionnaires et agents publics en poste pour nous parler de leur métier, de leur parcours et nous transmettre leur passion du service public. Nous avons ce soir le plaisir d'accueillir un représentant de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au grade d'inspecteur, M. Geoffroy Rouget, afin de nous éclairer et de répondre à nos questions sur les missions de cette direction appartenant au ministère de l'Économie et des Finances. Merci de me recevoir. Bonsoir. Merci de me recevoir. Bonsoir à l'IPAG. Je m'appelle Geoffroy Rouget. Donc, je suis actuellement inspecteur donc, à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Pour des raisons de durée, je vais dire DGCCRF à partir de maintenant. Merci de me recevoir. Donc, c'est un concours de la fonction publique qui est encore méconnu, je pense. C'est-à-dire que, notamment même pour les juristes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de métiers, on dit qu'on fait beaucoup de choses dans le droit, mais je pense que on connaît les métiers classiques, magistrat, avocat, greffier, mais malheureusement, voilà, on peut faire beaucoup plus de choses, notamment travailler dans les douanes, travailler dans les finances publiques et également la répression des fraudes. Peut-être même une question que j'aimerais partager avec vous trois. Quand on parle de la DGCCRF, qu'est-ce que cela vous dit exactement ? Moi, jusqu'à aujourd'hui, pas grand-chose. Ouais. À vrai dire, juste j'avais entendu parler des préventions pour les consommateurs. Oui. C'est la seule chose que je connaissais. Alors, c'est tout à fait normal, c'est-à-dire qu'on est une administration qui est encore très méconnue. C'est-à-dire qu'effectivement, on communique de plus en plus sur les réseaux et on a des affaires qui nous donnent plus de visibilité aujourd'hui. Les influenceurs, généralement, c'est quelque chose qui nous parle le plus, mais par exemple, peut-être que vous avez déjà parlé. Alors, vous êtes jeune, mais les lasagnes de cheval, c'était nous. Les Arbac Takata, c'était nous également. Stellantis. En fait, on est globalement, donc on a un diminutif qui est connu, c'est la répression des fraudes. C'est pas les fraudes comme pour les finances publiques. En fait, ce sont les fraudes économiques. Et c'est deux grands pôles. Comme vous avez dit très justement, on a la protection du consommateur. Donc, c'est deux angles principaux. Donc, pour ce qu'on parle de la protection du consommateur, c'est tout ce qui est loyauté des pratiques commerciales. Donc, c'est très simple. Quand on vous vend un produit ou un service, il est très important d'être informé. Pourquoi ? Et il y a énormément d'arnaques, notamment sur l'information précontractuelle, sur les engagements. Je vais prendre un exemple très simple. Il arrive que pour ceux qui ont le permis et qui ont déjà loué une voiture, ça vous est sûrement déjà arrivé que on vous a dit que vous n'avez pas une carte de crédit quand vous avez réceptionné le véhicule. Et donc ça vous a forcé à prendre un autre contrat et payer autrement. Ça, on ne vous a pas informé et vous vous êtes senti captif. C'est une fraude économique, par exemple. L'autre plan au niveau de la protection du consommateur, c'est la sécurité et la conformité des produits non alimentaires. C'est très simple, c'est tout ce qui ne se mange pas. Donc, ça peut être une chaise, ça peut être un micro-ondes, ça peut être un ordinateur. C'est très large en fait. C'est tout simplement, quand on achète quelque chose, il faut s'assurer d'avoir la bonne sécurité et la bonne conformité. Quand je dis la conformité, vous achetez une baignoire en porcelaine, vous n'aurez pas une baignoire en marbre. Ça, c'est une fraude. C'est très simple, mais voilà. Quand on parle de la sécurité, il faut s'assurer quand vous achetez un micro-ondes qu'il vous expose pas la figure. Voilà, c'est des exemples plutôt classiques, mais c'est pour vous dire aussi que c'est extrêmement large. L'autre plan de la DGCCRF qui est plutôt méconnu, parce qu'il y a aussi le concurrence, c'est on travaille dans l'équilibre des marchés. Est-ce que l'autorité de la concurrence, ça vous dit quelque chose ou ouais, globalement, vous connaissez. En fait, on travaille l'autorité de la concurrence, justement, c'est l'administration qui prend en charge les enquêtes et toutes les grosses affaires en matière de la concurrence. Mais la DGCCRF travaille également dans ça. Elle travaille dans des plans qui sont précis, mais en fait, on travaille en collaboration avec eux. Et ce qui est plutôt aussi important, c'est que on travaille avec eux nous sommes beaucoup plus étendus dans toute la France, contrairement à l'autorité de la concurrence. Donc, il y a un vrai travail d'équipe avec eux. Premier point au niveau de la concurrence, c'est ce qu'on appelle les pratiques anticoncurrentielles. Alors c'est assez particulier, les pratiques anticoncurrentielles. Je pense que c'est ce qu'on appelle les ententes illicites et les abus de position dominante. L'abus de position dominante, c'est très simple dans un marché.
Par exemple, on va prendre, je ne vais peut-être pas faire du name dropping, mais on va prendre une entreprise sur un marché précis qui a une position dominante, c'est légal, mais qui va abuser de cette position pour éviter ses concurrents de s'insérer dans le marché. Par exemple, moi je vends des stylos. Donc, et j'ai une position dominante parce que je suis une société qui est établie. Vous, toutes les trois, vous avez chacune une entreprise de stylo. Et ben, je vais faire des mesures pour vous empêcher justement de vous insérer. Je vais faire prendre des prix extrêmement bas. Je vais prendre des mesures qui sont complètement dérisoires. C'est une abus de position dominante. Les ententes illicites, c'est très simple. Imaginons que on est tous les deux entreprise de stylo. Et ben, on va se mettre d'accord, par exemple, aussi pour faire des prix extrêmement bas pour que nos concurrentes ne puissent pas s'insérer dans le marché. Voilà. Ce sont des enquêtes qui sont très longues, mais qui sont très intéressantes. L'autre point de la concurrence, alors, je parle peut-être beaucoup, désolé, c'est les pratiques restrictives de concurrence. Alors c'est très simple. Alors c'est des rapports contractuels entre deux entreprises. Et moi, par exemple, je vais abuser de ma position, par exemple, des équipes significatives pour que la personne, mon contractant, soit complètement soumis à ma volonté. Tout simplement. Donc, en mettant des clauses contractuelles, en mettant fin au contrat de manière complètement abusive. Et ça, on l'a là régulièrement parce que dans les rapports entre entreprises, par exemple, il y a des contrats entre distributeurs et fournisseurs. Notamment aussi, il y a aussi, je travaille dans le secteur de l'automobile, mais par exemple, une entreprise qui a recours qui veut même fournir des véhicules à ses salariés, elle peut par exemple avoir un recours à des loueurs automobiles. Peut-être que si le loueur automobile va proposer de faire des conditions dérisoires, ce qui fait que l'entreprise, ça lui cause un gros préjudice, c'est susceptible d'être une pratique restrictive de concurrence. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que j'ai beaucoup parlé. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et nous décrire votre parcours académique, puis votre parcours professionnel? Oui, bien sûr. Alors, personnellement, avant de commencer le droit, j'ai fait des études littéraires. Et puis après, j'ai eu un parcours juridique parfaitement classique. J'ai fait un master 2 en procédure en contentieux. Donc c'était principalement du droit privé, mais il y avait également une dimension de procédure pénale et procédure administrative. Et comme vous, j'ai fait une préparation pour les concours de la fonction publique. J'avoue que la DGCCRF, je l'ai connue du bouche à oreille. C'était comme les douanes d'ailleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, on a les grands concours, on a notamment la magistrature. Ils ont une publicité qui sont très, très accessibles, mais c'est vrai que malheureusement à la DGCCRF je l'ai appris un peu tardivement. Heureusement, j'ai eu la chance de rencontrer des enquêteurs qui m'ont un peu expliqué leur métier, et donc c'est comme ça que j'ai passé le concours, et donc, je suis là à m'adresser à vous. Donc vous êtes inspecteur, et quelles sont les missions principales qui vous sont confiées? Alors, j'ai un statut assez particulier parce que je travaille en administration centrale. Ce qu'il faut savoir, c'est que la DGCCRF est répartie sur 3 degrés. À l'échelle départementale, à l'échelle régionale, et il y a l'administration centrale qui est à Bercy. Moi, je suis actuellement rédacteur, donc ceux qui passent les IRA connaissent à peu près le type de métier parce que c'est justement des fonctions qui sont similaires. Et en gros, je suis donc rédacteur dans le secteur automobile et dans le secteur des pompes funèbres. En gros, qu'est-ce que ça implique? C'est que je suis le référent des inspecteurs dans ces deux secteurs, en automobile et en funéraire. Donc on travaille en coopération, c'est-à-dire que eux, quand ils ont des difficultés en enquête, notamment des difficultés juridiques, parce qu'il la réglementation dans la DGCCRF est très fournie. Des fois, ils n'ont pas forcément toutes les sources, donc c'est à moi de les aider à savoir comment s'interprète la réglementation. Donc c'est à moi à les aider pour les éclairer. Mais aussi, moi, par exemple, je vais, parce que là, on fonctionne par signalement dans la DGCCRF aussi, c'est-à-dire que, par exemple, moi, je reçois des signalements de consommateurs ou d'autres entreprises, donc je vais contacter les enquêteurs pour dire, il faudrait contrôler telle société, telle société. Je travaille également en collaboration avec d'autres administrations, parce que le secteur automobile, il y a beaucoup, c'est très vaste, parce que si on pense à la vente, mais par exemple les auto-écoles, l'entretien-réparation, tout ce qui est dépannage, il y a par exemple une problématique de sécurité routière. Donc je travaille avec le ministère de l'Intérieur qui est en collaboration avec la délégation à la sécurité routière. Et le secteur funéraire, alors je sais c'est peut-être pas très attrayant, mais c'est très intéressant. C'est en fait une problématique qui relève des collectivités territoriales. Donc je travaille avec aussi la Direction générale des collectivités territoriales. Et voilà, voilà, allez-y. Êtes-vous amené à travailler à l'international? Alors,
moi, à mon échelle, pour l'instant, j'ai pas des problématiques européennes, mais effectivement, oui, on travaille énormément avec la Commission européenne, parce que déjà, en fait, le droit de la consommation, le droit de la concurrence sont réglementés avant tout à l'échelle européenne, et il y a également énormément de conférences avec la Commission européenne, et aussi, en fait, il y a aussi beaucoup de coopération avec l'équivalent de la DGCCRF dans d'autres États. Par exemple, j'avais été auditionné avec le Québec en matière de location automobile. Donc, pour voir un petit peu quelles étaient les pratiques, quelles étaient les problématiques, comment on exerçait nos enquêtes. Donc, oui. Pourriez-vous nous présenter un exemple pratique d'une action que vous avez dirigée ? Quelles sont les difficultés principales que vous avez rencontrées ? Alors, les principales difficultés, une action que j'ai menée, justement, c'est par exemple, c'est très simple, c'est que pour les enquêtes par exemple, en interfunéraire, je fais beaucoup de formations parce que c'est une administration qui a beaucoup de secteurs. Hein, c'est ce qui est plutôt bien avec la DGCCRF, c'est qu'on peut faire plusieurs secteurs dans un même portefeuille. Par exemple, on peut avoir le dépannage, les assurances, donc je les forme. Et ce qui peut être un peu compliqué, c'est le fait que, effectivement, on pense directement qu'on a juste besoin du code de la consommation, du code de commerce pour exercer nos missions, mais il faut aussi des connaissances d'autres codes, par exemple. Et pour le funéraire, il y a le code général des collectivités territoriales qui est un code très particulier. Je pense que dans vos études de droit, même les publicistes, vous le connaissez, vous connaissez le nom, mais vous connaissez pas forcément comment il fonctionne. C'est du travail justement pour les aider comment appréhender ça, parce que il faut arriver à interpréter ce droit pour aller dans l'angle des pratiques commerciales trompeuses. Merci. Après nous avoir expliqué la raison d'être et les missions de votre direction, est-ce que vous auriez bien nous en présenter l'organisation interne et le rôle de chaque échelon pour mettre en œuvre toutes les directives qui vous sont demandées ? Bien sûr. Alors, comme je l'ai dit, c'est en 3 niveaux. Donc, on a l'administration centrale, on a l'échelle régionale, donc c'est ce qu'on appelle les DREDS. Alors, c'est encore un acronyme, hein, c'est très long. C'est la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Et c'est les noms à rallonge. Et en fait, là, on fait les enquêtes en matière de concurrence. Donc, on a forcément des coopérations aussi pour les pilotages des enquêtes en droit de la consommation, mais c'est globalement là qu'on va faire les enquêtes en abus de position dominante. On a les pôles C et les pratiques restrictives de concurrence. Et à l'échelle départementale, alors c'est la DDPP, c'est la Direction départementale de protection des populations. Vous voyez un gros bâtiment de préfecture quand vous allez à la faculté de Nanterre, et bien la DDPP est ici. Et toutes les enquêtes en matière de consommation sont gérées par les agents qui travaillent ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout est assez polyvalent. Par exemple, un agent en département fait aussi une veille concurrentielle. Donc, on garde quand même un petit peu la double casquette. Donc, par exemple, vous faites un contrôle droit de la consommation. Il y a peut-être des indices qui vont dire il y a peut-être aussi quelque chose droit de la concurrence qui mériterait d'être remonté en régional et aussi à l'échelle nationale. Voilà. Et est-ce que vous êtes amené à travailler de concert avec d'autres acteurs de l'administration, comme les douanes, les préfectures ? Oui. Peut-être d'autres. En fait, oui, tout à fait. Moi, je travaille avec les doses d'administration, mais il faut savoir qu'effectivement, les agents de la DGCCRF travaillent régulièrement en coopération avec les doses d'administration. Déjà, on est très proche des préfectures, parce que forcément, dans la mesure où un agent de la CCRF part fait des enquêtes pour constater des manquements ou des infractions pénales, la police est impliquée. Il y a également aussi des partages de pouvoir. Par exemple, la DGCCRF a une compétence en matière de contrefaçon. Je vais peut-être divulgacher la conférence de la semaine prochaine, mais la contrefaçon, c'est aussi le pendant des douanes. Donc, il arrive forcément qu'on communique ensemble pour faire des enquêtes vis-à-vis de ça. Aussi, maintenant, et ça c'est très propre au ministère de l'économie, on a ce qu'on appelle les CODAF. Alors, c'est un acronyme, c'est également un nouvel acronyme qui est, donnez-moi 2 petites secondes parce que c'est vrai que c'est un nom en rallonge et c'est je l'avais, c'est un merci beaucoup pris en montage. C'est le comité opérationnel départemental antifraude. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, il arrive en fait qu'une entreprise qu'on va contrôler va avoir plusieurs anomalies sur tous les plans différents. Les plans de l'URSSAF, travail dissimulé par exemple, les plans des douanes, vente de cigarettes, plan de la police,
et plan des CCRF. En fait, une administration, si un entrepreneur se fait contrôler par la CCRF le lundi, par les douanes le mardi, par la police le mercredi, par l'URSSAF le jeudi, le vendredi, bon, dépression. Donc on fait en fait une enquête collective. Donc tout le monde part au contrôle. Alors c'est organisé par le préfet. On se concerte et on va contrôler ensemble. Donc chacun contrôle sur les points de la réglementation. Par exemple, si moi je pars en CODAF, je vais pas contrôler ce que fait la police. Et on va travailler en coopération et on s'entraide. Il y a ça et ça. Donc c'est très intéressant parce que justement ça nous permet de communiquer ensemble. Parce que l'administration, elle est très vaste et c'est très important de se connaître. Et ça permet quand même si c'est des contrôles qui sont lourds, à l'entrepreneur, le contrôle se fait en une journée ou en une demi-journée et après, voilà, on repart chacun sa route. Merci. Comment fait-on pour rejoindre la DGCCRF ? Est-ce qu'il y a des concours ou des formations ? Oui. Pardon. Oui, c'est un concours de la fonction publique, un concours comme les autres, donc il suffit de s'inscrire. Donc les inscriptions sont ouvertes depuis hier. Elles se terminent le 10 novembre, donc vous avez presque 2 mois. C'est un concours, en fait il y a des épreuves d'admissibilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 2 épreuves. Donc il y a une épreuve des notes de synthèse, qui est l'épreuve classique de tous les concours de la fonction publique, et une épreuve de spécialité. En fait c'est une épreuve de dominante. Je parle du concours externe bien sûr, donc il y a une dominante juridique et une dominante scientifique. Donc dominante juridique, c'est gestion d'entreprise, économie, droit pénal et droit administratif. Gestion scientifique, c'est biochimie, microbiologie, agroalimentaire, physique et mathématiques. Pas d'inquiétude vis-à-vis du programme, c'est-à-dire que de toute façon les programmes sont mis à disposition sur le site de la DGCCRF et ce qu'on vous demande de toute manière, c'est on ne demande pas à des agrégés de mathématiques de passer le concours, on demande à des gens qui ont des connaissances. Pareil pour les pénalistes, alors forcément il faut prendre la matière avec laquelle on est le plus à l'aise, mais c'est un concours tout ce qu'il y a de plus classique. Donc il ne faut pas s'auto-censurer. Le vrai conseil que je vous demande, que ce soit dans la note de synthèse ou dans l'épreuve de spécialité, c'est que dès que vous avez l'opportunité de rattacher nos missions, et ça c'est de rattacher nos missions, mettez-le. Voilà. C'est-à-dire que, et ça c'est le cas pour tous les types de tous les types de concours, que vous passiez les douanes ou les finances publiques. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est-à-dire qu'effectivement il y a une note de synthèse, l'épreuve de spécialité c'est très large, ça peut être des QRC, ça peut être une dissertation, pour ceux qui prendront l'épreuve de la dominance scientifique, ça peut être un cas pratique, mais l'idéal est de plutôt vous inspirer des corrigés. Voilà. Quelles sont les perspectives d'évolution ? Alors, donc peut-être que quelque chose que j'aurais dû développer, c'est que on est catégorie de la fonction publique, donc déjà c'est plutôt bien. Donc néanmoins, alors en principe catégorie A, ce sont des fonctions de management, ce qui n'est pas le cas en CCRF, c'est-à-dire que on est des exécutants. Alors c'est quand même un bon statut, mais on n'a pas comme aux douanes par exemple, inspecteur des douanes, on est directement en fonction de management, ce qui n'est pas le cas d'un inspecteur CCRF. Inspecteur principal, donc c'est chef de service, donc ça permet forcément d'être chef de service ou chef de bureau à la centrale. Également, on peut donc inspecteur expert, c'est-à-dire que quand on a une certaine spécialité, enfin quand on s'est amélioré dans son domaine, on peut devenir un référent. Et de toute manière, dans la fonction publique, et ça, ce qui est plutôt pas mal avec la fonction publique, c'est qu'on peut passer des concours en interne, ce qui fait que ce sont des épreuves qui sont allégées, et on peut également faire des détachements. C'est-à-dire que, notamment, voilà, on a des gens de chez nous qui viennent de la DGFIP, on a des magistrats, et il y a aussi d'autres gens aussi qui ont fait des détachements, par exemple à la Cour des comptes. J'ai lu le plan stratégique établi par votre direction pour les 3 prochaines années. Et c'est noté qu'il y a une ambition d'augmenter de 50% l'offre de formation. Oui. Et pour attirer de nouveaux talents. Quels conseils est-ce que vous auriez à donner à ceux d'entre nous qui souhaiteraient passer le concours ? De manière générale, comment passer le concours de toute manière, déjà pour les concours de manière générale, c'est toujours s'entraîner et se mettre en condition d'examen. C'est-à-dire que par exemple, la note de synthèse dure 4 heures.
faites-vous des sujets d'entraînement en 4 heures, chez vous, en bibliothèque, et respectez l'horaire, c'est pas très grave. C'est pas très grave si au départ vous n'êtes pas satisfait du travail, parce que souvent le vrai écueil pour les gens qui préparent des concours, que ce soit des CCRF ou autres, c'est qu'ils veulent faire un travail parfait, mais si on fait une note de synthèse en 8 heures, ça n'a pas d'intérêt. Parce que le concours est une épreuve en tant que telle, et quand on gère bien quand on arrive à s'entraîner et à bien gérer son temps, on est un peu plus rassuré. Et c'est pareil pour les épreuves de spécialité. Pour le plan stratégique, de toute façon, ça peut vous donner des idées, même si dans la note de synthèse, il ne faut pas d'épreuves, il faut pas de connaissances personnelles. S'agissant de l'oral, de toute façon, ce qu'on veut avant tout, ce sont des gens qui sont motivés, donc qui connaissent nos missions, qui connaissent les enjeux, où est-ce qu'on travaille. Forcément, on ne demande pas d'études approfondies. On ne va pas demander qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le délai de paiement, à partir de quel degré. Voilà, on peut faire une amende administrative, c'est pas le but. Mais si on connaît déjà le plan stratégique, si on connaît déjà des enquêtes et on sait sur quel secteur on agit, c'est déjà pas mal, parce que ça montre qu'on s'y est intéressé et qu'on s'est réellement motivé à ce concours. Est-ce qu'il y a des compétences qui sont mises en valeur, qui sont cherchées la curiosité, forcément, la polyvalence, la mobilité. C'est-à-dire que quand vous êtes un enquêteur, dans un département, vous êtes dans tout le département. Et il y a des départements qui sont très grands, qui sont très vastes. Donc il faut se dire que le matin, on va faire un contrôle dans les Yvelines. Forcément, il y a Versailles, mais si on se retrouve à Saint-Germain-en-Laye, voilà, c'est beaucoup de mobilité. Aussi, des gens qui n'hésitent pas à être ouverts d'esprit. C'est-à-dire que voir un petit peu, se dire que forcément il y a des noms, on faut contrôler des insecticides, contrôler la banque et l'assurance, ça peut-être pas forcément à premier abord être intéressant, et en fait se dire non, en fait j'apprends beaucoup de choses, donc c'est une volonté d'apprendre, et aussi c'est de l'humain, c'est-à-dire qu'on nous appelle la répression des fraudes, forcément, mais en fait le but de la DGCCRF, ce n'est pas de taper sur les doigts des entreprises, on travaille avec eux. On les aide à connaître la réglementation, on les aide aussi à améliorer leurs pratiques. Alors forcément, il y a des entreprises qui ont une connaissance de la réglementation et qui vont de manière délibérée frauder la loi, ça arrive. Mais nous, notre but, c'est la majorité, c'est pas le cas. Et on a aussi des petites entreprises qui débutent dans leur activité, qui n'y connaissent pas, ou même des entreprises qui ont 30 ans, qui n'ont jamais été contrôlées. Et le but, c'est de les aider. Et ça, c'est demande de l'humain, en fait. C'est-à-dire que dans les contrôles, c'est vrai que peut-être que j'aurais fait un chapitre pour dire un peu les métiers, parce que moi, je suis rédacteur, mais c'est vrai que c'est parler d'un inspecteur sur le terrain. Mais quand on va voir une entreprise, ça peut impressionner. On arrive à l'improviste, par exemple dans un restaurant où on est dans le rush. Voilà, bonjour, je suis inspecteur pour la CCRF, je viens voir l'affichage. Et il faut déjà arriver à se montrer ferme, mais ouvert. Et c'est quelque chose qu'on apprend à l'école, il ne faut pas censurer, mais c'est de l'humain, c'est du social. Et ça demande aussi une adaptation par rapport à l'interlocuteur. Je me permets justement, peut-être parce que j'ai pas trop parlé de ce que fait l'inspecteur en tant que tel. Moi, je suis rédacteur, mais c'est vrai que c'est pas ce que feront les gens que je souhaite être lauréat du concours. Un inspecteur de la CCRF, donc c'est quelqu'un qui contrôle les entreprises. Donc c'est quelqu'un qui va soit faire des grandes enquêtes. Par exemple, on a l'État qui va demander, la centrale, qui va demander de faire des enquêtes en automobile, dans les banques et assurances. On a des secteurs qui sont très variés, qui tendent à évoluer. Les influenceurs, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que ça peut être les jeux vidéo, ça peut être la crypto-monnaie. Et en fait, c'est tout le secteur de la vie quotidienne. Dès qu'il y a une pratique commerciale, même quelque chose qui se rattache de près ou de loin à la fonction publique, on peut également contrôler. Donc ça, c'est très important. Et on va également contrôler les signalements. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va se rendre dans les entreprises, on va les contrôler, donc on va contrôler l'affichage, on va les convoquer, on va les auditionner, et en fonction des différents manquements et infractions qu'on va constater, on va rendre une suite. Et ça, c'est une adaptation qui est très importante, c'est que soit on fait un avertissement, donc un avertissement, c'est un simple rappel à la loi, c'est on a constaté ça, ça et ça, soit une injonction, c'est on a constaté ça, vous avez 15 jours pour vous mettre en conformité, et on a ce qu'on appelle les suites répressives, donc ça, on est plus connu, donc c'est soit on fait une sanction administrative, donc
tous les manquements, soit, alors une infraction pénale, c'est en collaboration avec le parquet, le ministère public. Voilà, je pense que c'était quand même important de parler de ça. C'est bon. Voilà. Oui, merci beaucoup.